Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 22 juillet 2023, avec comme titre « Une énorme armée russe dans le nord ». Kiev déclare sa grande inquiétude au monde. Car oui, il y a une énorme armée, d'après Kiev, dans le nord, dans la région de Liman-Kupiansk, donc dans l'oblast de Kharkov, est de l'Ukraine. Et pourquoi la grande offensive serait dans le nord? Normal, Kiev le confirme. Et pour la petite analyse, c'est quoi? C'est parce que dans le nord, rien n'empêche une grande offensive. Alors qu'au milieu de l'Ukraine et dans le sud, c'est plus difficile. Alors je vous rappelle qu'au milieu, c'est-à-dire entre Zaporojye et Donetsk, c'est là où il y a eu les grandes offensives ukrainiennes qui ont été toutes repoussées. Et c'est là où les lignes de défense russes sont les plus massives, parce qu'on annonçait au monde, Kiev annonçait au monde pendant 5 ou 6 mois que c'est là qu'ils allaient faire leur offensive. Et effectivement, c'est là qu'elles furent faites. Donc les Russes se sont préparés entre Zaporojye et Donetsk. Et voilà, ils se sont cassés les dents, les Ukrainiens. Sur Kherson, dans l'oblast de Kherson, c'était pas possible de faire des offensives parce qu'il y a le Dniepr, qui en plus a été inondé suite à la destruction du barrage de Karovka, je vous le rappelle. Donc il n'y avait plus que dans le nord. Donc, au milieu, il y a tellement des champs de mines, des tranchées, etc., que les Russes, de toute manière, eux-mêmes, ne peuvent pas faire de grandes offensives. Dans le sud, je viens de vous dire, c'est l'inondation, c'est pas possible non plus avec les véhicules blindés. Donc il restait plus que le nord. Voilà. Et en plus, le nord, c'est là où les défenses ukrainiennes, ou les troupes ukrainiennes sont les plus faibles. Donc c'est logique que les Russes fassent leur grande offensive dans le nord. Voilà. Comme je vous le disais dans de précédents points sur l'Ukraine. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Donc comme d'habitude, cette vidéo va être en deux parties. Les informations générales qui se termineront par ma conclusion et la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain plus ou moins exactement. Alors on va commencer donc les informations générales. Donc le 15 juillet, le New York Times avoue des pertes ukrainiennes importantes et 20% de véhicules blindés et chars détruits juste la première semaine de l'offensive, c'est-à-dire la semaine du 4 juin. Donc ça c'est le New York Times, hein, mais après ça a été repris par tous les médias occidentaux, le fait même que tous les médias occidentaux l'avouent, est quand même déjà un signe, parce que d'habitude ils étouffent ce genre de choses. Mais bon, comme ça a été dévoilé par le Pentagone, voilà. Donc 20% rien que la première semaine de l'offensive ukrainienne du 4 juin. Alors, le 17 juillet, le pont de Kertch, c'est-à-dire le pont de Crimée, a à nouveau été attaqué. Quelques heures avant l'attaque du pont, le satellite Sentinelle russe 2L1C a détecté 4 objets se déplaçant rapidement qui se dirigeaient vers la côte de Crimée. Ces armes étaient des drones marins rudimentaires, en fait des jet skis trafiqués. Et 2 ont été détruits sur les 4. Les 2 qui ont réussi à passer ont explosé sous le pont. Faire cela n'avait aucun intérêt militaire, mais juste pour terroriser, entre guillemets, ou faire peur. Bon, évidemment, c'est ridicule. En fait, c'est simplement pour dire
regardez, nous on fait quand même quelque chose. Comme on est incapable de faire des avancées sur le terrain, on continue à faire des actes terroristes pour montrer au monde et aux États-Unis, à l'Union européenne, qu'on existe et qu'on gesticule encore. Alors, je vais vous montrer la photo, puisque les militaires russes ont pris des photos de ces jet skis militarisés. Donc, je vous montre ça. Alors, il faut savoir que suite à l'explosion du pont de Kertch, à cause de ces deux jet skis militarisés, cela a fait 2 morts, un couple. Et devant les yeux de leur fille de 14 ans, qui s'appelle Angelina, et bien donc cela laisse une orpheline. Voilà. Alors c'est bien bien triste. Donc Vladimir Poutine a pris la parole d'ailleurs à la télévision russe. Et bon, il a laissé entendre qu'il y aurait des représailles. Et des représailles il y a eu, puisque suite à cet attentat sur le pont de Kerch, Vladimir Poutine a répliqué peu de temps après en bombardant le port d'Odessa. Voilà. Donc ça a été dit par une des porte-paroles qui est Madame Marikova. Donc pas de secret. Donc Vladimir Poutine a immédiatement réagi. Alors concernant cette adolescente de 14 ans qui a été gravement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger, il y a quelques militaires russes qui ont pris des photos de leurs obus pour écrire son nom sur leurs obus justement en sa mémoire. Donc vous verrez marqué donc, sur les obus Zaangelinu, qui veut dire en mémoire d'Angelina. Je vous laisse voir ça. Alors comme vous pouvez le voir à gauche, il y a la photo de la fille qui s'appelle Angelina, 14 ans, qui a été gravement blessée. Et comme ça a fait grand bruit en Russie, certains militaires russes, en sa mémoire, ont marqué son nom sur les obus russes. Et bon, bah, sur les obus, c'est marqué en mémoire d'Angelina. Donc là, vous pouvez voir, c'est marqué Zaangelinu, qui veut dire en mémoire d'Angelina. Alors il faut savoir que le pont de Kertch a 4 voies, 2 voies ferrées, 2 voies routières. Les 2 voies ferrées sont intactes. Une seule voie routière a été touchée par l'attaque de drones. Évidemment, immédiatement après, l'État russe a mis en place un système de ferry pour pallier au fait qu'une des voies routières soit endommagée, afin qu'il n'y ait pas de problème d'approvisionnement de la Crimée. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui a été prise par un passager de la voie ferrée russe du pont de Kertch. Je vais vous montrer cette vidéo, comme ça vous verrez de vos yeux les dégâts exacts du pont. Donc je vous laisse voir ça. Donc le fait que les voies ferrées soient intactes montre que les Russes n'ont aucun problème à approvisionner militairement la Crimée comme d'habitude, puisque 95% des objets militaires passent par voie ferrée. C'est-à-dire tout ce qui est véhicules blindés, chars, obus et missiles. Il y a éventuellement que les munitions, les balles de fusil par exemple, ou les petits objets qui passent par camion sur le pont de Kertch. Donc en gros, cela n'est vraiment pas du tout gênant pour les Russes. Donc cette attaque terroriste n'a été qu'un acte purement terroriste, car je vous rappelle que le pont de Kertch est un ouvrage civil qui est utilisé 24 heures sur 24 par des civils, et que cela a fait 2 morts, donc une femme et son mari qui sont morts, et que ça a laissé une orpheline de 14 ans. Voilà, donc un acte purement terroriste, sans but militaire, et d'ailleurs qui a totalement échoué dans son objectif.
si c'était de détruire le pont tout du moins. Alors le 18 juillet, Odessa était lourdement bombardée par des missiles et des drones. Les cibles étaient des dépôts de munitions et d'essence et le port d'Odessa, bien sûr, qui n'est plus utilisable ou partiellement utilisable. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'est plus utilisable. Cela fait suite à l'arrêt de la participation de la Russie dans le marché céréalier avec l'Ukraine. Avec cette attaque massive, les Russes ont pu voir qu'il n'y avait aucun système de défense antiaérien, prouvé d'ailleurs par les images vidéo qui ont été montrées sur Telegram et les dégâts énormes et nombreux dénoncés par le maire d'Odessa. Alors je vais vous montrer les dégâts en images qu'ont fait certains missiles russes. Je ne vais pas vous montrer toutes les images du port d'Odessa, mais je vais vous en montrer quelques-unes, juste pour vous donner une idée un petit peu de la chose. Le même jour, les Ukrainiens ont lancé un Storm Shadow sur un des plus grands dépôts de munitions dans le district de Kierovski en Crimée, ce qui fait une lourde perte pour la Russie. Alors comme je l'ai déjà dit dans un précédent point sur l'Ukraine, il semblerait que les Russes soit ne prennent pas au sérieux vraiment la défense de leurs dépôts de munitions, et en particulier en Crimée, parce que la Crimée, ils le savent, c'est un des points les plus touchés pour la Russie, puisque la Crimée est particulièrement visée. Alors soit ils mettent pas assez de systèmes de défense, soit, manque de chance, un Storm Shadow est passé à travers les systèmes de défense, ce qui est tout à fait possible. En tous les cas, l'un ou l'autre, ça a fait mal à la Russie. Là pour le coup, c'est un objectif militaire important, et ce fut un succès pour les Ukrainiens. Alors les Russes ont utilisé pour la première fois des obus à sous-munitions dans la ville de Konstantinovka, au sud-ouest d'Artyomovsk. Je vous rappelle que Artyomovsk, c'est le nom russe de Bakhmout, en réponse à l'utilisation ukrainienne qui avait déjà reçu des obus américains à sous-munitions. Car oui, les Ukrainiens ont utilisé des obus à sous-munitions à peine 2 semaines et demie juste après l'annonce américaine qu'ils allaient en envoyer. Entre nous, ils les avaient déjà, les obus à sous-munitions. Alors, bon, bah, de toute manière, ça fait strictement comme les munitions à uranium appauvri qui avaient été envoyées en Angleterre, où bah, les Anglais annoncent qu'ils vont envoyer des munitions à l'uranium appauvri, et quelques jours après, le dépôt de Khmelnytsky avait été bombardé par les Russes. Ça avait fait un champignon nucléaire tellement les munitions étaient massives, nombreuses à l'intérieur. Et une semaine après à peu près, on a su qu'il y avait des munitions à uranium appauvri. D'où le fait des nuages de particules radioactives autour de Khmelnytsky. Voilà. Donc, en gros, cela voulait dire que les munitions à l'uranium appauvri, ça faisait longtemps que les Anglais les avaient données à l'Ukraine. C'est toujours comme ça, hein, de toute manière, hein. Voilà. Alors, les forces ukrainiennes utilisent donc déjà depuis le début de la semaine des obus à sous-munitions, comme je viens de vous le dire. Cela a été confirmé par le Washington Post. Leur utilisation est tellement rapide sur le terrain qu'évidemment, comme je viens de vous le dire, l'explication c'est qu'ils les avaient déjà depuis un moment. Alors évidemment, l'utilisation d'obus à sous-munitions, c'est parce que les Américains n'ont plus d'obus normaux. L'Union européenne non plus. Donc ils grattent les fonds de tiroir, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Mais ça y est, maintenant c'est dit. Avant, il ne le disait pas qu'il grattait les fonds de tiroir et qu'il n'avait plus d'obus. Maintenant, le Pentagone le dit. Parce qu'il fallait quand même justifier le fait d'envoyer des obus à sous-munitions. Chose qui fait très 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 polémique dans le monde entier, hein. Voilà. Alors Vladimir Poutine est intervenu à la télévision pour dire que l'utilisation d'obus à sous-munitions côté ukrainien entraînerait
l'utilisation côté russe. Vladimir Poutine a dit que les obus et bombes à sous-munitions russes étaient beaucoup plus puissantes et beaucoup plus diversifiées que celles américaines. Nous verrons bien sur le terrain ce qu'il en est. Le général en chef des troupes terrestres, Syrski, des troupes terrestres ukrainiennes bien sûr, se concentre toujours exclusivement sur Artyomovsk, ex-Bakhmut. Ses troupes n'avancent pas depuis des semaines et ses pertes en hommes sont grandes. Mais ses récentes déclarations montrent qu'il essaierait de prendre cette ville, quoi qu'il en soit côté humain. Car, dit-il, Bakhmut est un symbole fort, très important pour l'Ukraine, et sa prise galvaniserait les forces ukrainiennes. Ce sont ses mots. Hein. Donc en gros, il dit que ce n'est pas pour une importance militaire, mais c'est pour le symbole. Vous vous imaginez le général en chef des forces armées terrestres, Syrski, veut prendre Bakhmut juste pour le symbole, même pas pour une efficacité militaire. Prendre Artyomovsk, quoi qu'il en coûte, en vie humaine. Imaginez-vous, on en revient à la guerre d'attrition de Sourovikine. Ça ne s'arrête jamais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ils échouent là où ils voulaient faire une percée, c'est-à-dire entre la ville de Zaporijie et Donetsk, ou Gledar pour être plus précis, c'est-à-dire au sud-ouest de Donetsk, donc entre Zaporijie et Ougledar, et encore plus précisément dans la zone d'Orirov, c'est-à-dire la ville d'Orirov, voilà, eh bien, vous vous souvenez, c'est là où ils voulaient faire leur percée, dans la région d'Orirov, piquer sur Tokmak, ensuite aller vers Melitopol, et enfin la mer d'Azov, pour couper l'armée russe en deux. C'était leur rêve, je dis bien leur rêve, parce que c'était une stupidité incroyable, ils n'avaient strictement aucune chance. On est dans la gesticulation depuis des mois et des mois. Tout ça pour la communication, un exercice de communication afin que les Américains ne perdent pas la face. Là, on en a le signe le plus fort. S'accrocher à prendre Artyomovsk alors qu'elle est déjà complètement prise et qu'il n'avance pas. Car oui, petite info comme ça, ce qu'on vous dit dans les médias, oh ils ont réussi à avancer de 200 mètres, oh ils ont pris 1 kilomètre. Moi, les rapports que j'ai d'Ukrainiens sur Telegram, en pleurs, je dis bien en pleurs, et il y en a de plus en plus, hein, qui disent que non, c'est pas vrai, ouais, j'entends dans les médias qu'on avance d'1 kilomètre, mais c'est complètement faux. Et ça, ce sont les Ukrainiens qui se plaignent eux-mêmes. Ça fait presque mal au cœur hein, quand vous voyez ça, hein, parce que les pauvres, vous voyez des jeunes, ils ont l'air d'adolescents en pleurs, ou vraiment complètement désespérés, qu'ils entendent tous les mensonges dans les médias, et ils se rendent bien compte que c'est pour la communication. Ça fait un pincement au cœur quand vous voyez ça. Hein. C'est vraiment malheureux, hein, ces jeunes forcés d'aller à la guerre, sachant qu'ils vont dans le hachoir à viande par excellence, qui est Bakhmut, par excellence, ils savent très bien qu'ils vont à la mort. Et ils insistent toujours. C'est Zelensky, hein, bien sûr, hein, lui, il l'a déjà dit à maintes reprises. Bon, je vais m'arrêter là sur Bakhmut, mais vraiment, ça fait mal au cœur pour ces jeunes soldats ukrainiens d'obliger de se sacrifier pour la communication. C'est vraiment terrible. Les Russes ont opéré leur rotation militaire quant aux troupes sur le front, donc ce sont des troupes fraîches. Rotation se faisant environ tous les 6 mois, comme je vous l'avais expliqué, bon, il y a bien longtemps, certes. Je rappelle que l'offensive sur Kharkov l'année dernière par les Ukrainiens a été faite pendant la rotation russe, qui est donc à ce moment-là dans un moment de faiblesse. Les services de renseignement ukrainiens, via la voix du général Syrski, a déclaré aux médias qu'une énorme armée de plus de 100 000 hommes, de 550 obusiers, de 900 chars
et de 370 lanceurs de roquettes, donc MLRS, étaient amassés dans le nord, dans la région de Kharkov, et plus précisément dans la ligne de Kupiansk-Liman. Liman, c'est le nom de la ville en ukrainien, Krasny Liman en russe. Donc, comme je vous le disais dans mon précédent point sur l'Ukraine, où je vous garantissais que l'offensive russe se ferait au nord, donc dans la région du nord, eh bien il semble que cela arrive. Cependant, il faut remarquer que les Ukrainiens qui ont toujours minimisé la qualité et la quantité de l'armée russe, là, ils changent totalement de politique et donnent des chiffres très inquiétants pour les Ukrainiens, ce qui va à l'encontre de leur propagande habituelle. Pourquoi? Eh bien, s'ils disent la vérité, c'est que l'armée russe est réellement d'une grande puissance et que les Ukrainiens sont perdus, bref, que le gouvernement donne une explication claire et nette de leur futur échec total, ainsi cela permet à la population de se préparer psychologiquement afin qu'elle comprenne, ou s'ils mentent, cela peut vouloir dire qu'après le sommet de Vilnius, c'est un appel au monde pour dire donnez-moi toujours plus d'armes, car vous voyez où on en est arrivé, nous allons perdre. Parce que là, l'armée est tellement énorme russe que nous allons perdre. Donc donnez-nous vite de l'armement. On ne sait pas. Mais vous voyez à quel point l'armée ukrainienne est aux abois pour avouer une armée de plus de 100 000 hommes, 900 chars, 550 véhicules blindés, 370 lanceurs de roquettes. Mais c'est colossal. En un point du front. Vous voyez? Donc, évidemment, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, ça ne pouvait pas être sur la région de Kherson, puisque c'est inondé. Ça ne pouvait pas être dans la région de Zaporojye, parce que c'est miné de partout. Il y a des tranchées anti-chars de partout. Donc, faire une grande offensive ici, c'est pas possible. Ça pouvait être qu'au nord. Et voilà. Et c'est ce que je vous répète à chaque point militaire. Et dans le précédent point militaire, je suis allé même vous dire que je vous garantissais que ça se passerait dans le nord. Ben voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. Et là, vous voyez là le fait qu'il y ait une armée gigantesque. Ça y est, ça arrive. Destruction du port d'Odessa, le fait qu'il y ait des attaques massives de missiles et de drones tous les jours sur l'Ukraine. Donc ça y est, l'offensive russe a commencé. Ça y est, ça a commencé. Et là, les 300 000 réservistes dont la formation a été finie le 30 juin d'après le ministère de la Défense russe, ils n'allaient pas regarder le ciel éternellement. L'armée qui était stationnée au sud de la Biélorussie, ils n'allaient pas attendre éternellement. À mon avis, ce n'est que mon avis, Vladimir Poutine attendait que la formation soit totalement finie, qu'il soit fin prêt, en formation et en équipement. Ce n'est que mon avis, mais c'est logique parce que tout se déroule avec une très grande cohérence côté russe. Alors, bon, je trouve que le temps a été quand même très long côté russe, hein. Très très long. Alors, ça veut dire quand même que l'armée russe, elle n'est pas d'une très grande efficacité au niveau de la vitesse. Ça veut dire que l'armée russe devait vraiment essuyer beaucoup de plâtre. Parce que ça fait longtemps, moi, que j'attendais l'offensive russe. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait quelques petits problèmes dans l'armée russe qu'il fallait résoudre avant de pouvoir lancer une grande offensive russe. Donc apparemment, bon, tous les problèmes ont été résolus. Apparemment. Puisque tout se déroule quand même parfaitement bien côté russe, avec des pertes quasiment ridicules, on va dire extrêmement petites. Alors les Russes ont des pertes, hein, bien entendu, hein. En chars, en véhicules blindés, bien sûr qu'ils ont des pertes, mais beaucoup, beaucoup, infiniment moins que les Ukrainiens, infiniment moins. Je vous rappelle que Syrski vient juste d'avouer il y a 2 jours à peine que les nombres d'obus lancés étaient de 1 pour 7. Pour un obus lancé ukrainien, il y en a 7 côté russe.
Donc on rejoint quand même ce que disaient les Russes depuis le début de la guerre. C'est à peu près dans ces proportions-là que cela a toujours été depuis le début de la guerre. Donc vous voyez, c'est confirmé, même par les médias occidentaux. Les États-Unis réfléchissent sérieusement à envoyer des missiles balistiques ATACMS, les ATACMS. Ils ont une portée de 300 km pour les derniers modèles et pèsent environ 1,7 tonne. Ce missile a été fabriqué par Lockheed Martin dans les années 1980. Il n'est plus produit depuis très longtemps et ne peut plus être fabriqué. C'est pour ça que les États-Unis hésitent, car ils n'en ont plus beaucoup et ce qu'ils donnent ne peut pas être remplacé. Et le Pentagone voudrait les garder pour une éventuelle guerre avec la Chine. Alors ce sont de très vieux missiles, mais très efficaces, mais ils ne sont plus fabriqués depuis très longtemps, donc ils prennent sur leur capital. C'est pour ça qu'ils voudraient éventuellement les envoyer, mais la décision n'a pas été encore arrêtée. L'Occident a un énorme problème avec les drones suicides qui sont facilement arrêtés par les brouillages électroniques russes démontrés par le RUSI, Royal Institute anglais sur l'étude de la guerre. L'Institut royal sur l'étude de la guerre du Royaume-Uni. Donc ça, c'est dit par cet institut, hein. C'est pas les médias qui le disent, c'est pas moi, c'est par cet institut. Si vous les regardez sur Internet, leur page, c'est RUSI. Donc qui annonce que les Russes en arrêtent environ 10 000 par mois uniquement par brouillage électronique. Alors cela a été vu surtout par l'énorme quantité de drones ukrainiens envoyés presque tous les jours sur la Crimée et qui sont tous arrêtés. Mais les derniers drones Lancet 3 russes font des dégâts énormes, même sur les chars, ce qui n'était pas prévu par l'Occident. Enfin, l'Ukraine semble ne pas avoir de système de brouillage de drones, ou s'ils en ont extrêmement peu, cela ne se voit pas sur le terrain. Puisqu'apparemment aucun drone russe ne semble avoir été arrêté par l'Ukraine de cette manière. Enfin, un nouveau Lancet 3 est sorti, le Lancet 3-53. Le lancement de ces drones suicides se fait par essaim. Chaque drone est interconnecté avec les autres afin de partager en permanence toutes les informations reçues. Chaque Lancet 53 est capable d'identifier tout le matériel de l'OTAN, véhicules blindés, chars, systèmes radars anti-aériens, lanceurs de roquettes et obusiers. Et il détruira l'objet le plus précieux s'il a le choix des cibles, le plus précieux étant le système radar, ensuite le char, etc. Le drone est indépendant car piloté par IA, intelligence artificielle. Il n'utilise pas de GPS et n'est pas commandé à distance, donc il ne peut pas être brouillé. L'essaim doit tout de même être envoyé sur une zone déjà reconnue par un drone de reconnaissance afin d'être sûr de toucher des cibles. Enfin, le drone est conçu de telle façon qu'après explosion, sa partie la plus secrète, renfermant la technologie confidentielle industrielle, devient inexploitable pour en percer ses secrets. Ce drone est déjà employé au combat en petit nombre pour l'instant. Maintenant, je vais vous lire un petit article très intéressant qui vous montre quand même que l'Ukraine est quand même un peu aux abois et que ça va pas très bien en leur sein. Alors, vous allez voir suite à cet article. Voici le journal L'Indépendant. Alors que lit-on? Guerre en Ukraine. Il avait critiqué Volodymyr Zelensky, l'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni révoqué par le président, par Zelensky. Le décret publié sur le site de la présidence ukrainienne ne précise pas les raisons de cette décision. Il est l'un des personnages clés des relations entre Kiev et le Royaume-Uni. Vadim Pristaiko, ambassadeur ukrainien à Londres depuis juillet 2020, a été révoqué ce vendredi 21 juillet par Volodymyr Zelensky selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Celui-ci ne précise pas les motifs de cette décision.
Alors là, le titre, le sarcasme de Zelensky qui a posé problème. Vadim Pristaiko avait cependant manifesté des critiques vis-à-vis du président ukrainien par rapport à son sarcasme visant le ministre britannique de la Défense Ben Wallace. Ce dernier avait récemment demandé davantage de gratitude à Zelensky, lançant que le Royaume-Uni n'était pas Amazon, le 12 juillet dernier, en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Donc là, vous voyez le The Guardian, We are not Amazon, Ben Wallace, nous ne sommes pas Amazon, Ben Wallace suggère que l'Ukraine devrait avoir plus de gratitude. Alors ça, c'est Zelensky qui dit qu'ils me disent comment je pourrais exprimer ma gratitude autrement, ou nous pourrions nous lever le matin et exprimer nos mots de gratitude personnellement au ministre, avait alors répondu le président ukrainien dans une conférence de presse. Une attitude ensuite dénoncée par Vadim Pristaiko. Vous voyez ? Donc, comme ça a été dénoncé, ce sarcasme de Zelensky a été dénoncé par l'ambassadeur ukrainien à Londres, donc Vadim Pristaiko, bah, il a été démis de ses fonctions. Voilà. Donc, vous voyez, voilà pourquoi je vous ai montré cet article, parce que c'est très révélateur et typique du gouvernement ukrainien. Toute voix qui n'est pas complètement dans on va dire, dans la propagande de Zelensky, ou qui ne suit pas exactement les décisions de Zelensky, hop, eh bien en Ukraine, c'est étouffé, c'est interdit, etc. Et là, lui, il a été révoqué. Voilà. Je vous rappelle qu'en Ukraine, il n'y a qu'un seul canal d'information autorisé, et je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul parti politique autorisé. Tous les autres partis d'opposition ont été interdits en Ukraine. C'est beau, hein, la démocratie en Ukraine. Alors, aussi, je reviens au problème des obus à sous-munitions que les États-Unis veulent envoyer. J'ai appris sur un site spécialisé que le problème de durée de vie de ces obus à sous-munitions était de 20 ans à peu près en conditions idéales de conservation. J'ai lu que du fait que les États-Unis envoient des obus qui ont plus de 20 ans, la probabilité de non-explosion selon les obus est de 6 à 40%. Alors ça, c'est selon la qualité de fabrication des obus et selon les conditions de conservation. Donc je vous en avais déjà parlé dans un point précédemment, bah là c'est confirmé. Donc c'est quand même une information importante, c'est-à-dire que les obus à sous-munitions envoyés par les États-Unis sont périmés en gros. Zaloujny aurait fait une déclaration comme quoi l'Ukraine devra absolument récupérer la Crimée, et évidemment, Zelensky le répète depuis toujours. Et pourtant, la Crimée n'a jamais fait partie intégrante de l'Ukraine, mais était une république indépendante de l'Ukraine avec un parlement. Et oui. Alors j'avais fait une vidéo spéciale il y a très longtemps, maintenant qui est sur Odyssée, vu que ma précédente chaîne a été supprimée. Mais je vous remettrai le lien dans la description de cette vidéo-là qui vous explique l'histoire de la Crimée exactement géographiquement, géopolitiquement, quel était son statut. Mais je vous rappelle que depuis presque toujours, la Crimée ne fait partie de l'Ukraine que par des frontières uniquement. La Crimée n'a jamais fait partie de l'Ukraine dans le sens du gouvernement ukrainien. La Crimée est une république indépendante qui a son propre parlement et qui est indépendante vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Voilà. Sauf que, bon, il y a le port de Sévastopol en Crimée et qui est encore une juridiction bien spécifique, puisque le port de Sévastopol, lui, de tout temps, a toujours fait partie administrativement de la Russie. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça.
Et dans la réalité, comme la Crimée est composée, on va dire, environ à 80% de purs Russes, en gros, ça a toujours été russe. C'est pour ça que quand la Crimée a été prise après le coup d'État américain de 2014 à Kiev, eh bien, personne dans le monde n'a vraiment bronché et tout le monde a laissé faire. Parce que tout le monde savait exactement ce qu'il en était du statut exact juridique de la Crimée. Voilà. Je voulais quand même le souligner. Donc voilà, donc la Crimée aussi, je vous rappelle, a fait un référendum pour l'adhésion de son territoire à la Russie. Donc étant donné que la plupart de cette population est russe. Et là, je vous ai trouvé une preuve vraiment massue et du pourquoi que à l'international, personne n'a bronché après la prise de la Crimée par la Russie. Je vais vous montrer une preuve. Alors cette preuve, c'est une preuve américaine très officielle, du plus haut niveau. Ça a été fait par le IRI et USAID. Alors le IRI et USAID, c'est les deux filiales de la CIA, c'est deux ONG de la CIA qui ne font que superviser, entraîner, financer les partis d'opposition dans des pays afin de renverser un président. C'est leur seul but, hein. Et ces deux ONG américaines très prestigieuses, hein, absolument énormes, qui travaillent d'ailleurs pour l'anecdote main dans la main avec la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Open Society de George Soros. Petite anecdote comme ça. Et bien sûr, ces deux instituts travaillent pour l'énorme ONG américaine qui est le National Endowment for Democracy, qui a été créé en 1983 par Ronald Reagan pour renverser des présidents qui ne plaisent pas aux États-Unis. Alors, ça a été créé par le département de la défense américain, déclaré comme ça en 83 par Ronald Reagan, donc c'est même pas caché. Mais en 83, les États-Unis étaient les maîtres absolus du monde, donc il n'y avait pas besoin de se cacher. Et voilà, donc pas de secret. Alors je vais vous montrer la preuve en direct, tout simplement, par ces deux organisations, donc IRI et USAID. Je vous montre ça. Alors voici les documents. Alors voilà, tout est là, ça vient du site du gouvernement américain, de l'époque, hein, de 2013. Donc vous voyez là tous ceux qui l'ont fait, donc vous voyez l'IRI et USAID, voilà, avec tout ce qu'il faut. Alors j'ai pas pu faire Google Translate puisque c'est un document PDF, donc là c'est qu'est-ce qui est dit? C'est le sondage de l'opinion publique des résidents de la République autonome de Crimée. Autonome, voilà, du 16 mai, voilà, 2013. Quoi, du 16 au 30 mai 2013. Voilà, de la République autonome de Crimée. Donc vous voyez, alors je vais pas tout vous lire, mais là ça donne la méthodologie. Voilà. Là c'est le... Qu'est-ce qu'il y a de marqué? L'humeur de la République autonome de Crimée. L'humeur, le sentiment du peuple de la République autonome de Crimée. Vous voyez? Et donc, là, on vous donne tous les détails. Absolument tous les détails. Voilà. Alors là, par exemple, c'était de manière générale. Pensez-vous que les choses en Ukraine vont dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Mai 2013, il y a 62% de la population criméenne qui a dit que ça va dans la mauvaise direction. Voilà. Et là, vous pouvez vous amuser. Alors, je vous montre tout. Comme ça, vous pouvez faire pause et regarder par vous-même en faisant pause absolument toutes les pages. Voilà. Alors là, c'est très important. Mis à part ce qu'il y a de marqué sur votre passeport, vous vous considérez vous-même
comment ou quoi. Et là, vous voyez, en octobre 2011, 40% se disaient qu'ils se considéraient russes, et en mai 2013, 45%, pardon, et 40% en mai 2013 se considèrent russes. Vous voyez, il n'y a que 24% qui se considéraient criméens, 15% se considéraient ukrainiens, 15% tatars, 5% autres. Vous voyez? Et ça, c'est les institutions américaines, de propagande américaine travaillant pour la CIA, qui ont fait ce rapport. Ils l'ont fait, ce rapport. Et là, ça vous donne encore plus de détails. Vous voyez? Donc, bon, je vais pas tout regarder, mais je vous montre tout rapidement. Voilà, comme ça, si vous voulez regarder dans le détail, bah, vous pourrez. Donc, c'est pour ça que je vous passe toutes les photos, tous les graphiques. Et comme ça, vous faites pause et vous regardez dans le détail pour ceux qui sont curieux. Voilà, vous faites pause. Et comme ça, vous pourrez regarder. C'est pour ça que je prends la peine de tout vous montrer. Voilà, c'est tout le document gouvernemental. Voilà. Et on arrête là. Donc on continue. Le chef d'état-major américain, Milley, a décidé de reprendre des systèmes antiaériens qui étaient stationnés à Taïwan pour les donner à l'Ukraine, car le manque de systèmes antiaériens en Ukraine est critique. Et ça, c'est le chef d'état-major américain qui le dit. Vous imaginez à quel point ils sont à la ramasse, à quel point l'Union européenne et les États-Unis n'ont plus rien à donner à l'Ukraine. Et ça veut dire à quel point ces systèmes antiaériens ont été détruits par la Russie. Vous imaginez un peu le symbole, alors ça on va pas vous le dire dans les grands médias, hein, mais vous imaginez le symbole, les Américains qui dépouillent Taïwan alors que la tension est maximale avec la Chine, et ils dépouillent quand même Taïwan pour donner les systèmes antiaériens taïwanais qui sont cruciaux pour les Taïwanais à l'Ukraine. Alors vous imaginez bien que la présidente taïwanaise, elle ne doit pas être très contente, je suppose. Mais on l'entend pas. Bah, que peut-elle dire? Taïwan, ça appartient aux États-Unis. Parlons le vrai, hein. Taïwan n'a pas son mot à dire en politique intérieure, hein. Bien évidemment. C'est comme dans beaucoup de pays dans le monde, hein. C'est comme la Corée du Sud, c'est comme le Japon. Ils n'ont strictement rien à dire. Alors bon, cela ne dépend que de leur président, bien évidemment. Si le président sud-coréen tape du poing sur la table, les États-Unis sont mal. Mais bon, c'est pas le style de la Corée du Sud de désobéir aux Américains. Je serais extrêmement surpris. Comme le Premier ministre japonais. Tous ces pays-là, Corée du Sud, Philippines, Japon, c'est-à-dire dans le coin, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., sont complètement à la botte des États-Unis. Bien évidemment, il est clair que je ne vous apprends rien. Alors là, la population ukrainienne est en chute libre. Son état est catastrophique. La population ukrainienne, selon un journal italien, je vais vous montrer le journal italien, serait entre à peu près 28 millions, 30 millions d'habitants. Vous vous souvenez le point sur l'Ukraine? Où je vous avais un moment fait un spécial point sur la population en Ukraine, et je vous avais dit que selon le colonel McGregor, qui lui a toujours des contacts au Pentagone, colonel McGregor, il avait dit que la population en Ukraine serait environ de 22 à 25 millions d'habitants, et donc il y aurait environ 20 millions d'habitants qui seraient partis. Une partie de ces 20 millions, il y a tous ceux qui ont immigré ailleurs, à l'étranger, et il y a tous les morts, bien entendu. Donc là-dedans, il y a ceux qui sont répertoriés, ceux qui sont non répertoriés, etc., etc. Donc le colonel McGregor avait raison. Il n'y a pas que lui, hein,
Scott Ritter, l'ex-inspecteur des armes de l'ONU, lui aussi, il avait dit ça. Donc c'est pour ça que je vous avais fait un point là-dessus. Mais là, maintenant, voilà, ça commence à être dit dans les grands médias. Je vais vous montrer le journal italien qui vous démontre cela. Alors là, vous pouvez voir un article du journal italien Corriere della Sera. Alors, que dit cet article, qui est très très intéressant? L'Ukraine est vide, 2 points. Moins d'enfants et d'habitants, beaucoup ne reviennent pas. C'est une catastrophe. De 52 millions au temps des indépendances à moins de 30 aujourd'hui. Moins de 30 millions aujourd'hui. Alarme des universitaires. Avenir en péril. Pourquoi Poutine peut gagner la bataille démographique? C'est un article de Lorenzo Cremone. Voilà. Donc, des villes vides et surtout des villages vides, des familles divisées, des soldats solitaires au front avec femmes et enfants qui ne rentrent pas de l'étranger, une baisse de la natalité. L'Ukraine traverse une crise démographique aux dimensions catastrophiques. L'effondrement de la population va bientôt causer de très graves problèmes économiques et sociaux. Poutine perd la guerre, mais il pourrait encore gagner le défi pour l'avenir d'une Ukraine stable et indépendante, disent les experts. Poutine perd la guerre. J'adore. Bon, ça reste un média occidental, hein. Il était obligé de dire ça quand même pour pas mettre les Ukrainiens et la population occidentale dans le désespoir. On en parle peu au public, le problème est brûlant, mais personne ne sait comment le traiter et l'urgence de combattre l'invasion russe nous oblige à reporter toute autre question. Quand la maison brûle, il faut d'abord éteindre le feu et ce n'est qu'ensuite que vous penserez aux meubles à acheter, se défendent les membres du gouvernement Zelensky. Le vol de masse. Pourtant, la question semble trop urgente pour être reportée. Il suffit de regarder les chiffres. Au moment de l'indépendance en 1991, après l'implosion de l'Union soviétique, l'Ukraine comptait environ 52 millions d'habitants. Le recensement national de 2001 a fait état de 48,5 millions d'habitants, ce qui aurait fait chuter à 42 millions dans les mois précédents l'invasion de Poutine, ordonnée le 24 février 2022. Ces chiffres sont cohérents avec le déclin de la population dans les anciennes républiques soviétiques. Mais le coup le plus grave est venu dans les premières semaines des 17 derniers mois de guerre qui ont entraîné la fuite massive à l'étranger de femmes et d'enfants, considérant que le gouvernement avait immédiatement interdit les départs des hommes âgés de 18 à 65 ans. Alors évidemment, ils ont interdit immédiatement le départ des hommes âgés de 18 à 65 ans. Ça, c'est côté légal. Vous pensez bien, évidemment, qu'il y a beaucoup d'hommes sont partis sans demander quoi que ce soit. Ils sont partis comme ça. Et évidemment, ils n'ont pas été arrêtés. Aujourd'hui, la population résidente est estimée entre 28 et 31 millions. Vous voyez, colonel McGregor, d'après lui et ses chiffres venant du Pentagone, serait de 22 à 25 millions plus exactement. J'ai plutôt tendance à croire le colonel McGregor qui en plus a été soutenu par Scott Ritter, donc l'ancien inspecteur des armes de l'ONU. Donc parce que là évidemment s'il disait les vrais chiffres entre guillemets, ce serait tellement une catastrophe. Mais déjà là on se rapproche de la vérité. C'est ce que moi je vous avais dit dans un point sur l'Ukraine, je le rappelle. Alors, immigrés qui n'ont pas l'intention de revenir, de 52 millions à moins de 30 en 3 décennies. Une perte très grave pour le pays, mettant en péril ses chances de reconstruction après la fin de la guerre, pénalisant la normalisation économique, faisant sombrer le système de retraite, explique Alexander Debetchuk, recteur de la faculté de sciences politiques à Kiev. Les enfants manquent, donc le futur manque. Les jeunes femmes des classes moyennes supérieures avec d'excellents taux de scolarisation sont parties. Ce qui est encore plus grave, c'est que bien que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas l'intention de retourner en Ukraine,
Les enfants étudient dans des écoles allemandes, polonaises, autrichiennes, françaises ou néerlandaises. Les mères ont immédiatement trouvé du travail. La politique d'accueil européenne nous a d'abord semblé un miracle de générosité, mais maintenant elle s'avère être une malédiction. Selon Ella Libanova, démographe respectée à l'Académie nationale des sciences, tout cela fait que le taux de fécondité qui a plongé à 0,7%, l'un des plus bas au monde. Les soldats laissés seuls, ce sont des chiffres que nous, journalistes, vérifions chaque jour. Tous les centres urbains situés à proximité du Donbass sont semi-désertés. Il ne reste que les personnes âgées, malades et pauvres. Mais le problème est national. La plupart de mes meilleurs collaborateurs ont rapidement trouvé un emploi en Pologne et en France. Nos industries ne fonctionnent pas, il n'y a pas de marché. Aucun d'eux ne reviendra, déclare Sergei, un entrepreneur en informatique avec des bureaux répartis dans tout le pays. Il arrive de rencontrer des soldats et des officiers qui disent qu'ils sont laissés seuls. Ma femme et nos 2 enfants de 5 et 7 ans étaient partis pour l'Allemagne dans les premiers jours de la guerre. Depuis, on se sent de moins en moins. Alors, on se sent de moins en moins, là, je ne comprends pas. Et maintenant, j'ai découvert qu'elle avait trouvé un nouveau compagnon, raconte Alexei, un capitaine de 40 ans en poste près de Bakhmout. Alors là, vraiment, le pauvre. Hein. Le conflit va augmenter le taux de divorce. Les femmes quittent les hommes. Même les soldats trouvent parfois des nouveaux compagnons femelles. Voilà, explique Julia Komar, psychologue qui soigne les difficultés familiales. Le débat est ouvert sur la question des retours possibles. Une étude récente du HCR estime que 76% des réfugiés ont l'intention de rentrer. Mais les experts ukrainiens restent très sceptiques. Au cours des 2 prochains mois, notre gouvernement élaborera un programme d'aide au retour en essayant d'impliquer des partenaires européens, explique le professeur Debetchuk. Son espoir est que cela se produise le plus tôt possible. Vous voyez un peu? Et ça, évidemment, j'ai pu le trouver en lisant un journal italien, mais ce genre de truc est très difficile à trouver. La démographie en Ukraine, elle est cachée par les médias occidentaux. Très, très, très cachée. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce genre d'article. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce qu'avaient déclaré le colonel McGregor et Scott Ritter. Mais moi, j'avais lu ça dans, évidemment, des médias internet américains, parce qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'on trouve des choses intéressantes. Les médias américains, j'entends. Les médias européens, tout cela, ils le cachent. Ils le cachent, mais d'une force. Là, un journal italien en a parlé exceptionnellement. C'est très, très, très... C'était vraiment un sujet très important à dire. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. C'est prévu. Mais voyez, le coup d'État de 2014 américain à Kiev, vous voyez jusqu'où cela a mené? Vous voyez la destruction de l'Ukraine à cause des Américains. Vous voyez, ils ont fait la même chose en Afghanistan, en Corée, en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen, et cela continue, au Soudan. Et je vous parle même pas de l'Amérique du Sud. Bon bref, j'arrête là parce que sinon je pourrais en parler des heures. Alors, autre info, Vladimir Poutine ne se rendra pas en Afrique du Sud pour la conférence des BRICS. En effet, l'Afrique du Sud est censée théoriquement arrêter Vladimir Poutine dès qu'il pose le pied en Afrique du Sud, car il a été condamné par l'Occident pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Alors, Monsieur Poutine ne va pas prendre de risques et le président sud-africain prévient que l'arrestation de Vladimir Poutine, s'il vient en Afrique du Sud, risquerait la guerre avec l'Afrique du Sud. L'affirmation faite dans un affidavit du tribunal était que l'indication la plus claire à ce jour était que l'Afrique du Sud cherchait par tous les moyens possibles à éviter d'arrêter le dirigeant russe sur mandat international de la Cour pénale lors d'un sommet des BRICS, donc prévu de longue date à Johannesburg le mois prochain. Or, l'Afrique du Sud s'est retirée de la Cour pénale internationale il y a plusieurs mois,
mais officiellement en fait encore partie car la date n'est pas encore atteinte. Le dirigeant d'Afrique du Sud a déclaré que son pays risquerait une guerre avec la Russie s'il arrêtait le président Vladimir Poutine. Bien évidemment, la révélation du président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, rendue publique mardi, était que il soutenait complètement Vladimir Poutine et que pour la sauvegarde de M. Poutine, il conseillait lui-même au président de la Russie de ne pas venir en Afrique du Sud. Comme je viens de le dire, Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud, a dit qu'il s'était retiré de la Cour pénale internationale. Voilà, donc c'est quand même assez fort et on voit le soutien quand même complet du président de l'Afrique du Sud avec Vladimir Poutine. Voilà. Alors que dit Ramaphosa? Il dit qu'il serait incompatible avec notre constitution de risquer de s'engager dans une guerre avec la Russie. Voilà. Enfin, le président Poutine pouvait craindre que son avion présidentiel soit abattu en plein vol par les États-Unis. En effet, le vol Moscou-Johannesburg passe par des États ennemis à la Russie et donc amis avec les États-Unis. Et donc le président Vladimir Poutine ne pouvait pas risquer de se faire descendre en plein vol. N'oublions pas qu'il y a eu le cas de l'avion de ligne MH17 le 17 juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine, rempli de 298 passagers. Et donc cet avion de ligne a été abattu juste pour pouvoir accuser la Russie et avoir un prétexte pour fortifier l'Ukraine. Parce que le vol MH17, quand on regarde bien les rapports et ce qui s'est vraiment passé, c'est les Ukrainiens qui l'ont abattu, bien évidemment sur ordre des États-Unis. Hein, on est en juillet 2014, hein, donc on est en plein préparation de coup d'État à Kiev. Et donc il fallait bien un prétexte pour mettre de l'huile sur le feu et donc accuser les Russes. Hein. Donc voilà, ça c'est les derniers éléments qu'on a. Donc je rappelle que le vol MH17, c'est les Ukrainiens qui l'ont abattu et selon toute vraisemblance sur ordre des États-Unis. Ben Wallace, le ministre de la Défense anglais, qui avait dit à Zelensky que l'Angleterre n'était pas Amazon, a été retiré du gouvernement pour cause de remaniement selon Rishi Sunak, le Premier ministre anglais. Quelle coïncidence! Ben Wallace fait une remontrance à Zelensky et peu de temps après se retrouve viré. Je crois que Ben Wallace, le ministre de la Défense anglais, lui a quand même donné quelques vérités et cela n'a pas plu à l'État profond. Et donc on a ordonné à Rishi Sunak de le virer. Vladimir Poutine sort du marché des céréales ukrainiennes car selon lui l'Union européenne et l'Ukraine n'ont pas respecté les accords signés, ce qui a fait perdre 1 milliard de dollars de bénéfices à la Russie. L'Ukraine normalement donne environ 38% des céréales à l'Union européenne et seulement 3% pour l'hémisphère sud. Ce qui veut dire que le coût des céréales bloquées par la Russie, que ça mettrait beaucoup de pays d'Afrique dans, on va dire, des problèmes alimentaires, c'est du grand n'importe quoi, puisque la plupart des céréales ukrainiennes partent d'abord pour l'Union européenne, la Chine, la Turquie et seulement 3% pour l'hémisphère sud, pour tout l'hémisphère sud. Donc vous voyez du grand n'importe quoi. Hein. Mais M. Poutine a promis qu'il continuerait de donner des céréales à l'hémisphère sud, mais avec des céréales russes, et parfois gratuitement selon les pays.
L'arrêt a été dû au fait que le marché ne fut pas tenu par l'Union européenne, qui empêchait en grande partie les céréales russes et fertilisants russes d'être vendus. Zelensky a dit qu'il n'avait pas besoin de la Russie, mais dans ce cas, la Russie ne garantit plus la sécurité des bateaux. Ce qui veut dire que la Russie pourra tirer sur les bateaux qui, pour la Russie, pourraient contenir des armes occidentales. Alors bien sûr, il y a d'autres ports d'où peuvent partir le blé, mais ce sera du blé russe. Les agriculteurs européens ont déjà fait face à un afflux de céréales ukrainiennes bon marché quand le marché des céréales était encore tenu par toutes les parties, ce qui a entraîné des pertes financières importantes pour les agriculteurs européens. Sans le corridor céréalier de la mer Noire, la situation sur le continent, c'est-à-dire en Europe, va encore s'aggraver. Moscou a fermement déclaré qu'à partir du 20 juillet, tous les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens seront traités comme des cibles adverses. Ce que dit le ministère de la Défense russe concernant les navires naviguant vers les ports ukrainiens est, je cite, dans le cadre de l'arrêt de fonctionnement de l'initiative céréalière de la mer Noire et de la fermeture du corridor humanitaire maritime à partir de minuit, heure de Moscou, le 20 juillet 2023, tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire vers les ports ukrainiens seront considérés comme des transporteurs potentiels de fret militaire. En conséquence, les pays de ces navires seront considérés comme impliqués dans le conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev. En outre, un certain nombre de zones maritimes dans les parties nord-ouest et sud-est des eaux internationales de la mer Noire ont été déclarées temporairement dangereuses pour la navigation. Des avis d'information correspondant sur le retrait des garanties de sécurité aux navigateurs ont été émis conformément à la procédure établie. Fin de la citation. Zelensky a promis que l'Ukraine assurerait les bateaux et l'équipage si ceux-ci étaient attaqués. Donc, c'est-à-dire Zelensky veut continuer absolument le marché céréalier, l'initiative céréalière de la mer Noire, comme il est appelé, sans la Russie. Et donc il dit, vous inquiétez pas, nous, l'Ukraine, on assurera les bateaux et l'équipage. Mais cette assurance imaginaire impossible à tenir pour Kiev, qui n'a pas d'argent ni les moyens, fera qu'aucun propriétaire de bateau ne voudra aller en Ukraine, bien évidemment. Déjà, les médias ont annoncé que 60 000 tonnes de blé ont été détruits par un missile russe, ce qui correspond à peu près à ce que transporte typiquement un bateau céréalier. Donc un bateau a déjà été touché dans le port d'Odessa. Les conséquences, c'est déjà que le prix du blé vient d'augmenter de 9% d'après le journal Bloomberg. Et attenant à cette situation, les Russes ont envoyé 8 navires de guerre en mer Noire, 8 navires de guerre aussi en Méditerranée. Les Russes, présentement, sont maîtres du nord de la mer Noire, donc aucun navire céréalier ne peut passer sans l'accord des Russes s'il part d'Ukraine ou de Russie. Alors là, je vais vous montrer un tableau de la répartition des envois de céréales ukrainiennes à travers le monde. C'est un tableau fait par les États-Unis, hein. Donc c'est pas de la propagande. Et là, vous allez voir de vos propres yeux la répartition. Donc quand Zelensky dit ah oui, Poutine il est coupable, il va affamer l'hémisphère sud, il va affamer les Africains, c'est complètement faux puisque vous verrez dans le tableau, il n'y a que 3% des céréales qui partent pour l'hémisphère sud. Donc évidemment, c'est pas vrai. Et en plus, il fait une omission mensongère en ne précisant pas les propos de Vladimir Poutine, puisque Poutine dit que lui, il enverra les céréales en Afrique, quoi qu'il arrive. Mais ce sera des céréales russes, et non plus des céréales ukrainiennes. Voilà. Alors évidemment, dans la foulée, la Russie, évidemment, s'enrichit, puisque le prix du blé augmente. Donc, bien sûr, évidemment, cela avantage la Russie, bien évidemment. Bon, je vais vous montrer ce petit tableau.
Alors aussi, on a eu droit à un tweet très intéressant d'un journaliste du Kyiv Independent, c'est-à-dire un des journaux ukrainiens les plus importants en Ukraine, Ilian Ponomarenko, qui a fait un tweet très intéressant qui, avant l'attaque du pont de Kerch, le pont de Crimée, par les Ukrainiens, par les fameux 4 drones marins, les jet skis trafiqués, eh bien, avait envoyé un tweet qui dit pas de marché avec les céréales ukrainiennes, donc l'initiative des céréales de la mer Noire, est égale pont de Crimée pouvant être attaqué à nouveau, c'est-à-dire pont de Crimée devenant à nouveau la cible, pour faire la traduction exacte. Je vous montre le tweet qu'il a fait, ce journaliste, encore une fois, avant l'attaque du pont de Crimée. Alors les conséquences de tout cela, nous avons d'abord les silos à grains et les grues à containers dans le port d'Odessa qui sont en grande partie détruits. L'Ukraine avait toujours l'ambition de forcer l'accord sur les céréales sans la présence de la Russie après l'effondrement de l'accord justement sur les céréales. En détruisant la fonctionnalité du port, Vladimir Poutine a supprimé l'influence que l'Ukraine avait sur l'Union européenne et la Turquie, parce qu'il y avait un chantage aussi aux céréales par l'Ukraine sur l'Union européenne et la Turquie, tout en réduisant l'économie ukrainienne comme on le fait dans une guerre. Alors, donc à l'avantage de la Russie. Alors je n'entrerai même pas dans les rumeurs de contrebande occidentale via le port, mais c'est aussi un des facteurs ici, parce que la Russie suspectait très 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 fortement que cet accord des céréales, c'est-à-dire où les céréales pouvaient aller et venir en Ukraine, ils suspectaient très fortement qu'il y avait de la contrebande on va dire, militaire dans les céréales. Donc ça permet aussi de faire d'une pierre deux coups pour Vladimir Poutine. À noter que l'économie ukrainienne déjà effondrée va l'être encore beaucoup plus, car les revenus des céréales étaient un revenu majeur pour l'Ukraine, ce qui fait que ce pays a perdu tous ses revenus majeurs et qui faisait de ce pays donc un pays qui avait un gros potentiel. Bon, je rappelle que ce marché des céréales ukrainiennes rapportait 500 millions de dollars par mois à l'Ukraine. 500 millions de dollars par mois à l'Ukraine. Et ça, c'est fini pour les Ukrainiens. Comment vont-ils payer les armes américaines? Je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, ils seront livrés quoi qu'il arrive. Mais ça va endetter toujours plus l'Ukraine, hein, bien évidemment. En relation avec cette situation, certains grands médias occidentaux appellent les États-Unis à se mettre sur le pied de guerre afin de rivaliser avec la Russie. En fait, les dirigeants occidentaux réalisent de plus en plus qu'ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Par exemple, un ministre européen a même appelé à la création d'États-Unis d'Europe fédérés, car il commence à se rendre compte que l'Europe ne peut tout simplement pas rivaliser avec le monde moderne à moins d'être pleinement unie sous un gouvernement central. Alors, fait intéressant, car il a nommé les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde comme les principales puissances contre lesquelles une Europe unie doit rivaliser, ce que les pays européens individuels ne peuvent pas faire. Alors vous voyez l'hypocrisie extrême quand même, car cela fait 40 ans que l'on nous vend l'Union européenne comme un contre-pouvoir contre les États-Unis, et au départ uniquement contre eux, alors que ce sont les États-Unis qui ont créé l'Union européenne. C'est le département de la défense américain qui a créé l'Union européenne. Et les petites mains, ça a été la CIA. Merci François Asselineau, qui a fait moult vidéos avec toutes les preuves, tous les documents originaux montrés. Ça, c'est sur YouTube, n'importe qui peut les voir. Aussi, c'est un aveu terrible qui veut dire que la Russie est devenue une superpuissance, alors que dans les médias, on se moque continuellement de l'armée décrépite, l'armée russe décrépite et de leurs soldats drogués ou alcooliques,
ou de leur économie, l'économie russe, le PIB russe qui serait l'équivalent de l'Espagne, donc que la Russie n'a pas besoin à être prise au sérieux. Bref, que c'est au final un grand pays géographiquement, mais un petit pays au final au niveau de l'économie, et son armée est de toute manière obsolète, décrépite, avec des soldats pas du tout motivés, qui n'ont pas envie de se battre, qui sont drogués ou alcooliques, parce que comme il est dit dans certains médias occidentaux, comme le Daily Telegraph ou LCI, eux ils disent que la plupart des soldats russes se droguent pour pouvoir aller au combat, car ils n'ont absolument aucune motivation pour aller se battre. Médias occidentaux, hein. Alors les énormes mensonges commencent enfin à tomber un à un, puisque les médias occidentaux commencent à prendre compte la dure réalité qui sont en train de leur tomber dessus. Et oui. Donc, conclusion, parce qu'on va arriver à la conclusion, eh bien la conclusion, c'est que le réveil est très dur. Ce que moi je disais, mais que bien d'autres, hein, bien sûr, Xavier Moreau, Christelle Néant, et bien d'autres encore disaient pour le côté français, Colonel McGregor, Scott Ritter, Brian Berletic pour côté américain concernant les plus connus, tout le monde disait il y a déjà 1 an et demi que dès le début de la guerre, la Russie avait déjà gagné la guerre au final. C'était qu'une question de temps, mais elle ne pouvait pas la perdre. Donc là, les médias occidentaux commencent à se réveiller, commencent à voir que, bon, mentir, 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 il en restera toujours quelque chose, non. Alors évidemment aussi, ils utilisaient le proverbe dans sa forme originale et vraie, qui est calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. Bon, ça c'est le vrai adage. Eh bien bon, bien sûr qu'ils peuvent calomnier l'armée russe, bien sûr qu'ils peuvent dire des mensonges énormes sur l'armée russe ou la Russie en règle générale, mais la réalité revient toujours au galop, hein. La réalité, les faits sont tenaces, comme on dit. Donc au bout d'un moment, les médias ont beau dire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, c'est ce qu'ils ont dit pendant au moins 1 an. Là maintenant, ils disent bon ben l'Ukraine a de grandes difficultés. Ils avancent, hein, ils avancent, mais c'est très dur, c'est très très dur. Voilà. Bon maintenant ils en sont là. Maintenant, il faudra que l'Ukraine soit complètement effondrée, complètement abattue, complètement détruite, et que les Russes soient totalement victorieux pour que seulement là ils disent ah bon d'accord, là on a vraiment perdu, ah, c'est vraiment embêtant, hein. Voilà, il y aura que quand toute l'armée russe sera en Ukraine, totalement vainqueur, et que les États-Unis et eux seuls auront dit c'est fini, on a perdu, je dis bien les États-Unis, hein. Hein, parce que l'arbitre là-dedans, ce sont les États-Unis. Tant que les États-Unis n'ont pas dit ça suffit, on arrête, eh ben les Ukrainiens avancent toujours, ils vont peut-être gagner la guerre si on leur donne plus d'armes, si on leur donne des F-16, ils vont peut-être gagner la guerre, etc. Voilà. Donc c'est toujours comme ça, de toute manière, on a l'habitude. Regardez la guerre d'Irak. Pendant 10 ans, on nous a dit armes de destruction massive. Saddam Hussein fait un génocide sur sa population. En Libye, Kadhafi fait un génocide sur sa population. Bachar el-Assad en Syrie fait un génocide sur sa population avec des gaz chimiques. Voilà. Même si le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, avait pourtant fait sa propre enquête en Syrie à l'époque, en 2013, pour dire que non, non, la Syrie n'avait pas envoyé de gaz chimique contre sa population, c'était pas vrai. C'était le MIT, hein, qui le disait. On l'a su grâce, encore une fois, à François Asselineau, qui avait montré à la télévision sur un plateau télé le rapport du MIT pour la Syrie. Alors vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, François Asselineau n'était plus invité sur les plateaux télé. Bien évidemment, il est beaucoup trop dangereux. Vous voyez, et tout est comme ça. D'un autre côté, je ne vous apprends rien. Je ne fais que dire des lapalissades. L'eau est mouillée, vous le saviez tous très bien déjà. Bon, maintenant, on va passer à la carte militaire.
Alors voici la carte militaire. Alors la carte, je me suis aperçu que apparemment elle n'avait pas été vraiment mise à jour par rapport à la semaine dernière. Bon, alors si c'est qu'une fois, c'est pas très grave puisqu'il y a quasiment rien qui a changé sur la ligne de front. Alors j'espère que ça ne se répétera pas parce que bah, sinon je ne pourrais plus utiliser cette carte et je serais bien ennuyé parce qu'elle était très bien cette carte. Bref, donc là pour résumer ce qui s'est passé, ben, déjà le pont de Kerch ici, donc qui a été attaqué, très exactement ici, donc par les 4 drones marins, donc seulement 2 ont pu exploser sous le pont, près des piliers. Les piliers du pont n'ont quasiment pas été endommagés d'ailleurs. Par contre, ils ont explosé en dessous le tablier des voies routières, qui a fait qu'une voie routière a été endommagée. Donc les réparations vont prendre, d'après le ministère russe, 2 à 3 mois. Pour la Crimée, donc c'est dans cette région-là que le fameux dépôt important, un des plus importants de Crimée, a sauté. Voilà, à cause d'un Storm Shadow. Comme je vous le disais, est-ce un défaut des systèmes antiaériens russes ou est-ce que les systèmes antiaériens russes n'ont pas été mis près de ce dépôt? Je ne sais pas. Dans tous les cas, bon, bah, c'était un gros coup pour les Russes quand même, hein, un coup important. Alors, au niveau du front même, alors sur la région de Kherson, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque encore une fois, bon, c'est une région qui a été inondée. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune grande offensive qui peut aller ni de là, ni de là, ni côté russe, ni côté ukrainien, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a toujours des combats, bien sûr. Je rappelle que c'est ici à Energodar, dans la ville d'Energodar, qu'il y a la centrale de Zaporozhye. Évidemment, alors toujours des combats, mais rien ne se passe vraiment. Voilà, bon, là on commence à aller dans les zones plus intéressantes, puisque dans la zone de Zaporozhye, on a les fameux 4 fronts. Alors les fameux 4 fronts, c'est ici, 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 ici et ici. Voilà, donc ici, ici, ici et ici. Donc principalement, en fait, là où il y a ça chauffe le plus, c'est la région d'Orirov, qui est ici, tout simplement parce que les Ukrainiens veulent prendre Tokmak, bien sûr, pour piquer ensuite sur Melitopol et aller à la mer d'Azov. Évidemment, c'est complètement délirant, mais bon. Alors, cela dit, les Ukrainiens, je ne sais pas pourquoi, n'écoutent plus l'OTAN et reprennent leur ancienne tactique. C'est-à-dire, ils y vont avec les véhicules blindés. Là, ils utilisent beaucoup l'artillerie, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Alors pourquoi ils ne le faisaient pas avant? Parce que l'OTAN leur disait, calmez-vous sur l'artillerie, vous avez quasiment plus d'obus, gardez-les pour quand on fera la percée. Le Pentagone n'est pas content puisque les Ukrainiens ne les ont pas écoutés et reprennent leur ancienne tactique. Ce qui fait qu'ils essayent de faire des avancées sur ce front-là, qui est le front le plus important, je vous le rappelle, et ils se font massacrer, je dis bien massacrer. Et contrairement à ce qu'on vous dit dans les médias, oh, ils ont repris 190 km², oh, ils ont avancé de 2 km, c'est archi faux. Archi faux. Puisque maintenant, il y a des rapports télégrammes de soldats ukrainiens, comme déjà je vous disais la semaine dernière, qui eux disent non, 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 on n'avance pas du tout. Le peu qu'on avance, bah, c'est repris 24 heures après ou 2 jours après par les Russes, parce que tout simplement, comme je vous le dis depuis des mois et des mois, eh bien, tout se répète. C'est-à-dire l'armée russe fait une retraite stratégique, les Ukrainiens avancent pour reprendre le terrain afin de dire aux médias, regardez, on a avancé de 200 mètres ou d'un kilomètre. Les Russes bombardent, artillerie, avions, hélicoptères, ils bombardent, ils tuent tout le monde et ils reviennent. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait des retraites ukrainiennes puisque tout le monde est mort. J'exagère un petit peu quand je dis tout le monde est mort, mais une grande partie est mort. Sans compter véhicules blindés, chars, voilà, les pertes humaines, etc. Donc c'est catastrophique pour l'Ukraine.
catastrophique. Et comme ils reprennent leur ancienne tactique, eh bien, ils vont être à court principalement d'obus, de véhicules blindés et de chars, bien évidemment. Donc, franchement, c'est étrange parce que même s'ils voulaient vraiment faire une percée, au moins qu'ils aient l'intelligence de prendre un endroit et de mettre un peu toute leur force quelque part. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire comme les troupes russes sont partout, ils peuvent pas. C'est bien possible. Peut-être que les Ukrainiens sont complètement coincés. Pour Ougledar, bon, pour revenir aux forteresses, Ougledar, Ougledar en russe, Vuhledar en ukrainien, bah, ça n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. Sur Marinka, il y a eu une petite percée russe ici au nord, mais vraiment toute petite, sinon ça avance pas vraiment. Ils ont du mal à prendre la banlieue ouest de Marinka, les Russes, donc on peut dire que ça avance pas. Franchement, je comprends pas, je comprends pas. Les Russes ont beaucoup de difficultés sur Malinka. Sur Ougledar, ça s'explique. Parce que Ougledar a été extrêmement miné partout par les Ukrainiens. Donc quand les Russes déminent, les Ukrainiens peuvent reminer. Bon, maintenant, c'est plus le cas, hein. Ils peuvent plus reminer comme avant. Parce qu'ils ont quasiment, apparemment, ils ne tirent presque plus d'obus de reminage américains. Mais je comprends pas pour Marinka, parce que sur Marinka, les Russes n'ont aucune excuse. Donc je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Donc là, vous voyez la fameuse ville de Donetsk, et là, assez grande ville aussi, Makiivka, qui est une ville attenante à Donetsk. Donc le gros chaudron, là, c'est Avdiivka. Avdiivka, je vous ai dit que la route principale a été complètement bloquée par les feux russes, les feux d'artillerie russes. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de ravitaillement possible pour Avdiivka. Les Russes ont beaucoup de mal à avancer, mais ils avancent tout de même. Leur point de prédilection d'avancement vers le nord. Bon, ça, franchement, c'est très très lent sur Avdiivka. Les Ukrainiens résistent, mais vraiment de manière étonnamment forte, hein. Vraiment, j'ai envie de dire bravo à eux parce qu'ils sont complètement entourés et les Russes n'arrivent pas à faire un chaudron complet qui se ferme. Et depuis longtemps maintenant, depuis très très longtemps. Donc, alors je ne sais pas s'il y a des défaillances dans l'armée russe ou quoi, mais bon, en attendant, ça n'avance pas. Ça n'avance pas sur tout le front. Alors bon, côté positif, si on se met du côté russe, c'est que là, les Ukrainiens sur Bakhmut essayent d'avancer vers le sud, côté Ivanivskié, c'est-à-dire ici, mais pas que, ici aussi, ici. Donc pour essayer de reprendre, d'avancer vers Klitchievka, ici, mais ils ont beaucoup de mal. Là où les Ukrainiens veulent avancer le plus, c'est ici, sur le nord, exactement ici. C'est là où il y a le maximum de troupes ukrainiennes. Ils se font massacrer, comme d'habitude, vous allez me dire, ils se font massacrer. Et je sais que je me répète et que je radote, mais c'est important. Ce qu'on vous dit dans les médias, comme quoi ils avancent de 200 mètres ou de 150 mètres, etc., tout ça c'est faux, hein. Parce qu'en fait, effectivement, ils avancent, mais c'est pour refaire une retraite plus tard. Bon, ça, je le sais par mes rapports télégrammes russes. Donc, comme mes rapports télégrammes russes n'ont jamais menti depuis plus d'un an, je vois pas pourquoi soudainement ils seraient faux. Donc, encore une fois, hein, rien ne vaut le temps pour dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et là, dans le temps, toutes mes sources, à quelques exceptions près, se sont révélées vraies à chaque fois. Donc, ils avancent pas. Et comme on peut le voir sur la carte d'ailleurs, qui est une carte ukrainienne, je le rappelle, c'est une carte ukrainienne. Donc comme vous pouvez voir, ils n'avancent pas. C'est toujours pareil. Alors autre point évidemment très important, là où il y a une grosse forteresse, c'est Sivelsk. Là les Russes aussi ont beaucoup de mal à avancer. Ils ont un petit peu avancé ici. Donc là ça a été représenté. Au nord, ils ont un petit peu avancé ici. Mais c'est tout. Bref, ça bouge pas, ça bouge pas beaucoup. Là où c'est le plus intéressant à voir, c'est que évidemment les Russes veulent essayer de reprendre Liman. Donc là, ça avance.
Donc Liman, c'est ici. Voilà, Liman, c'est ici. Krasny Liman en russe, Liman en ukrainien. Donc les Russes ont avancé, effectivement, ici, mais très peu. Ils ont avancé, hein, quelques kilomètres, très peu, et ils veulent reprendre Liman, bien sûr, qui est très important pour eux, ne serait-ce que pour reprendre ce qu'ils avaient eu, et pour c'est une sorte de revanche. Hein. Liman, c'est une sorte de revanche aussi, hein, bien sûr. Mais ça refermerait le chaudron aussi de Siversk, bien sûr. Alors, évidemment, le rêve, là, rêve, j'exagère un peu, mais le but ultime sur tout le front, hors Kherson, hors Kherson, hors Kherson, c'est-à-dire vraiment le sud, le rêve, c'est de prendre Slaviansk et Kramatorsk ici, parce que comme je le dis depuis plus d'un an, si ça s'est pris, tout tombe. Mais avant, il faudra prendre les dernières forteresses ukrainiennes, donc Siversk, Avdiivka, Marinka et Ougledar. Voilà. Ça, ce sera déjà quand Ougledar, Marinka, Avdiivka, Siversk tomberont. On peut dire que ce sera la fin. Le coup de grâce, ce sera Slaviansk et Kramatorsk. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Encore une fois, globalement, il n'y a pas grande avancée ni d'un côté ni de l'autre, à part que les Russes avancent tout doucement et nous verrons bien ce qu'il en est, mais en tous les cas, ça se fera sur le nord. La grande offensive russe sera sur le nord, puisqu'elle ne peut pas aller dans le sud, puisque là c'est inondé. Elle ne peut pas aller au milieu ici, dans la zone Zaporojie-Donetsk, c'est-à-dire ici, parce qu'il y a trop de mines et il y a des tranchées anti-tanks. Donc ça ne pouvait se faire qu'ici. Il n'y a pas de tranchées anti-tanks, ou très peu. Il y en a, hein, bien sûr, mais très peu. Et il y a beaucoup moins de mines, quasiment pas de mines. Donc c'est ici que pourra se faire l'avancée des Russes. Voilà, c'est fini pour la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube et toujours, bien sûr, soyez curieux.